You don't remember me, do you? Remember you the first moment I saw you. Right a nose, huh? Well, some people just got faces that stick in your mind. Marlon Brando est depuis longtemps considéré comme l'un des plus grands acteurs de sa génération. Et pourtant, il n'a jamais réellement aimé en être un. Il a tourné dans tous ses films pour diverses raisons. Rendre sa mère fière, rendre service à des amis et remplir son compte en banque. La passion ne l'a jamais vraiment animé, alors que paradoxalement, il va attiser cette passion auprès de ses admiratrices et admirateurs. Une passion dévorante pour ce petit gars venu du fin fond des États-Unis, qui va devenir un véritable sex symbole, un acteur d'exception, marquant pour toujours le cinéma et laissant une empreinte indélébile dans la culture américaine. Un véritable statut de légende, qui va être plus d'une fois entaché par l'homme et ses vices, empoisonné par les controverses, qui vont avoir raison de son corps, de son métier et de sa famille. Un déclin artistique et personnel qu'il reconnaît volontiers, mais une vie et une carrière hors du commun que je vais vous narrer ici, en tentant de percer les secrets d'un homme dont le mystère reste entier, plus de 20 ans après sa mort. Marlon Brando naît le 3 avril 1924 à Omaha. Élevé en compagnie de deux sœurs, Jocelyn et Frances, son enfance va, comme très souvent, définir l'homme, bâtir les fondations de son mal-être, mais aussi paradoxalement de son talent. Sa mère est une actrice de théâtre, elle le sensibilise aux subtilités des arts, mais elle est aussi alcoolique, et le jeune Marlon doit très souvent partir à sa recherche dans les différents bars de la ville. Il prend soin d'elle, à un âge où ça doit être l'inverse. Ils font tous deux front commun contre le père, commercial sillonnant le pays, donc rarement là, mais marquant sa présence d'une violence crue, d'un manque d'affection et d'empathie. Il trompe et bat sa femme, sous les yeux de Marlon, et cette relation toxique va s'implanter dans l'esprit et le cœur du jeune homme. Une véritable maladie incurable qui va handicaper beaucoup d'aspects de sa vie, ses relations notamment, et son rapport à la paternité. Avec l'adolescence va naître le rebelle. Il menace son père quand il se permet de lever la main sur sa mère, mais prend des coups à son tour. Il n'est pas encore assez fort pour faire face. À 17 ans, le père de Marlon l'oblige à intégrer une école militaire dans le Minnesota, où il avait lui-même étudié. Mais l'autorité et Brando, ça fait deux. Il ne supporte pas d'être enfermé physiquement et mentalement. Il est renvoyé de l'établissement pour insubordination envers un officier, un pied de nez à son père et un événement symbolique qui va confirmer l'émancipation du jeune homme. À 19 ans, il quitte sa province, bien décidé à empoigner la vie, et part pour New York. Il ne sait pas encore quoi y faire, donc il enchaîne les boulots comme garçon d'ascenseur ou encore fossoyeur. Puis un beau jour, il débarque quasi par hasard à la New School, une école où il va prendre conscience de ses talents d'acteur. Secondé par Stella Adler, son mentor de toujours, sa mère spirituelle, il va perfectionner son art et pour la première fois de sa vie, il va être estimé, aimé, voire admiré. Stella Adler avouera plus tard qu'il n'a jamais eu besoin d'apprendre, que tout était déjà là, depuis le début. Une gueule d'ange, un charisme hors du commun, une énergie incroyable, et surtout un talent naturel, sublimé par des années de souffrance. Sa singularité impressionne, à commencer par Stella Adler, qui un jour raconta une anecdote concernant un cours qu'elle donna, et où elle demanda à sa classe d'agir comme des poulets qui s'apprêtaient à être bombardés par un engin nucléaire. La plupart des élèves gloussaient et couraient de partout, mais Brando, lui, resta calme, et fit semblant de pondre un œuf. Adler s'interrogea alors, pourquoi réagir de cette façon ? Et Brando rétorqua, « Je suis un poulet, qu'est-ce que je connais des bombes nucléaires ?» Cette anecdote résume bien la façon qu'aura Brando d'appréhender ses rôles, avec une lucidité et un réalisme qui n'avaient encore jamais été vus. Il ne lui faut pas longtemps pour débuter à Broadway, où il enchaîne les pièces de théâtre et où il commence à se créer une véritable réputation. Mais c'est dans une pièce en particulier qu'il se démarque. Une pièce mise en scène par un certain Elia Kazan et qui s'appelle Un tramway nommé Désir. Il y interprète Stanley Kowalski, un jeune homme d'une beauté sans pareille, d'une douceur aimante, conjuguée à une violence crue. Son intensité est alors inédite. Personne n'a jamais vu une interprétation pareille. À une époque où le théâtre est synonyme de surjeu, Brando lui va piocher au plus profond de son être pour offrir un personnage plus vrai que nature. New York est conquis, le jeune homme lui est épuisé. Devoir maintenir une intensité aussi haute plusieurs fois par jour pour toutes ses représentations, c'est quelque chose qui va l'éloigner du théâtre et fatalement l'attirer vers le cinéma. En 1950, il joue un jeune militaire tétraplégique dans son premier film, The Men. Il s'investit grandement dans ce rôle,
passe plusieurs semaines cloué dans un lit d'hôpital pour comprendre le mal-être de son personnage, et fait une entrée sur le grand écran remarquée en proposant une prestation saisissante de colère et de sensibilité. C'est ce qui va définir le jeu de Marlon Brando, une douceur palpable qui cache une boule de feu prête à exploser. C'est comme ça qu'il abordera son prochain rôle dans l'adaptation d'un Tramway nommé Désir, la pièce écrite par Tennessee Williams, lauréate d'un prix Pulitzer, et toujours réalisée par Elia Kazan. Il y a eu un avant et un après ce film pour Elia Kazan, oui, pour Marlon Brando bien sûr, mais surtout pour le cinéma hollywoodien. Avec cette interprétation, Brando redistribue les codes, fait basculer l'industrie et troque le jeu très prononcé de ses compères pour quelque chose de plus subtil, de plus naturel. Le monde découvre cet homme et il est immédiatement conquis. Son personnage est aussi effrayant que séduisant. Son jeu totalement organique offre un vent d'air frais et Brando devient instantanément une star de cinéma, mais aussi un sex symbole. Il va piocher au plus profond de son mal-être pour nous offrir un jeu nuancé et criant de vérité. Hey, Stella! Brando et Kowalski se confondent. Les deux sont des hommes dans toute leur virilité, parfois mal placés, mais aussi des enfants, cherchant cruellement l'affection, frustrés de ne pas avoir été suffisamment aimés. Il le deviendra pourtant après le succès du film, et à l'image de Marilyn Monroe, il deviendra surtout un véritable objet de fantasme, sexualisé à l'excès. Il est d'ailleurs le premier acteur à se montrer torse nu dans un film hollywoodien. Well, you know, you gotta be careful. You're sitting around a damn thing catch you cold. Avec un Tramway nommé Désir, il obtient la première de ses 8 nominations aux Oscars, dont 4 consécutives, et va enchaîner l'année suivante avec Viva Zapata, où il prend un virage inattendu qui lui permet d'obtenir le prix d'interprétation à Cannes. Pourtant, ce succès fulgurant amène des détracteurs, notamment dans le milieu professionnel. Certains se moquent de son phrasé atypique, de sa voix étouffée, du fait qu'il ait tendance à mâcher ses mots. Brando est un acteur du peuple, et personne ne le voit aller au-delà de ses rôles un peu balourds. Pourtant, il va totalement prendre le contre-pied de ses détracteurs et va accepter le rôle de Marc-Antoine dans Jules César en 1953, film adapté de la pièce de William Shakespeare. Il joue aux côtés de grands noms du théâtre anglais comme James Mason ou John Gielgud, et il va totalement s'accaparer la caméra avec un charisme qui déborde, mais surtout grâce à ses longues tirades shakespeariennes, dont la fameuse séquence où il s'adresse au peuple à travers un discours absolument formidable, où le personnage va petit à petit se mettre la foule dans sa poche, et où l'acteur fait taire ses détracteurs pour de bon, en prouvant qu'il est capable non seulement d'articuler correctement, mais surtout de s'accaparer un monologue et de lui donner vie comme seul lui peut le faire. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You only love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? Oh, judgment thou art led to brutish beasts, and men have lost their reason. Après ça, on peut le dire, Marlon Brando est l'acteur le plus désiré d'Hollywood. Et il va confirmer ce statut avec 2 films, L'équipé sauvage et Sur les quais. 2 films qui vont changer à tout jamais le cinéma américain et la culture du pays. All of you stand back. Hey, where can I get me one of these jazzy suits? I want to look like a street cleaner too. Hey, who are you? What are you doing here? You a cop or something? Huh? Come on. Don't push anybody. Johnny Strebler dans L'équipé sauvage est un moule qui va servir à sculpter la jeunesse américaine de cette époque. Avec ce personnage, Marlon Brando devient rock'n'roll avant même que ce terme n'existe. Casquette de travers, blouson en cuir, une paire de jeans et une moto, tout cela va suffire à faire de lui un modèle de rébellion, d'émancipation. La vente de tous ces accessoires vont grimper en flèche. Brando est le gars cool par excellence. Même James Dean et Elvis Presley s'inspireront de ce personnage pour façonner leur carrière. Brando, lui, avouera plus tard que Johnny est sans doute un des personnages auxquels il s'est le plus identifié. Un rebelle au grand cœur, un homme qui ne supporte pas de rendre des comptes. Et si dans L'équipé sauvage, son personnage éclipse son jeu, dans Sur les quais, c'est tout l'inverse. Brando y est magistral, sans doute sa plus belle composition, pleine d'émotions, de subtilité. Terry Malloy est un garçon prêt à exploser dans toute sa rage, malheureux d'être devenu un raté. Mais petit à petit, c'est le courage qui va l'habiter, l'envie de changer les choses, de faire la différence. He wanted my philosophy of life. Do it to him before he does it to you. I never met anyone like you. C'est inédit à l'époque de voir un personnage évoluer de la sorte, et c'est à travers ça que le film va faire date, car à partir de là, les autres productions vont adopter une approche similaire dans la façon de raconter une histoire. Elia Kazan, le réalisateur du film, dira plus tard de la prestation de Brando qu'il s'agit sans doute de la meilleure performance du cinéma américain. Scorsese appellera ça de la poésie en mouvement.
Le film, lui, est un énorme succès, remporte 8 Oscars, dont meilleur film et meilleur acteur pour Marlon Brando. It's much heavier than I imagined. 1953 constitue sans doute le pic de sa carrière. Seulement 3 ans après ses débuts à l'écran. Évidemment, il nous réserve encore de belles surprises, mais à ce moment-là, il est au sommet, et il n'atteindra plus jamais un tel niveau d'excellence. Pire, il va commencer à se saboter, à travers un comportement discutable sur les plateaux de tournage, des choix de films parfois douteux, et un manque d'envie générale qui va se ressentir de plus en plus. Mais du coup, pourquoi agir de la sorte? Eh bien la réponse se trouve du côté de sa mère. Quand il décide de se lancer dans l'art dramatique, c'est sous l'influence des 2 comédiennes de la famille, sa sœur aînée Jocelyn et sa mère. Marlon Brando a toujours cherché l'affection et l'approbation de sa mère. Il voulait plus que tout qu'elle soit fière de lui. Il va donc s'appliquer à l'impressionner, en offrant des prestations remarquables et remarquées, allant jusqu'à décrocher un Oscar. Mais en 1954, elle meurt, et à partir de là, Brando, qui avait choisi ce métier pour des raisons financières et surtout pour conserver cet amour maternel, ne va plus que se soucier de l'argent, qu'il va associer à une sorte de liberté. Et je suis dans une transition entre mon métier et... J'ai pas encore exactement trouvé le métier que je voudrais faire, mais je crois que quand je finis mes films, je vais trouver quelque chose d'autre à faire. Si sa mère n'est plus là pour être témoin de son succès, à quoi bon? Il va donc entrer dans une sorte de nonchalance qui va s'accentuer au fil des années. On commence à s'en apercevoir à la fin des années 50 dans ses choix de carrière, où il tente des choses différentes certes, mais parfois pas du meilleur goût. Sayonara. Il se dirige vers la comédie musicale aux côtés de Frank Sinatra, bien que les deux se détestent, la comédie tout court aussi avec La Petite Maison de Thé, il joue Napoléon et le fait à contre-cœur en 1954 dans Désiré, et il interprète également un général allemand dans Le Bal des Maudits en 1958, qui lui sera un énorme succès commercial. Il joue aussi pour Sidney Lumet dans L'Homme à la peau de serpent en 1960, et il réalise son premier et unique film en 1961, un western, La Vengeance aux 2 visages. Un film qui devait à la base être réalisé par Stanley Kubrick, mais ce dernier quitte le projet pour se concentrer sur son autre film, Lolita. Sous les ordres de l'insouciant Brando, la production va être chaotique. La période de tournage s'allonge chaque jour car l'acteur-réalisateur veut prendre son temps pour chaque plan, jusqu'à attendre des heures afin d'avoir une vague parfaite en arrière-plan. Le budget est doublé et la Paramount vire Brando durant la post-production. Ce dernier ne garda pas un bon souvenir de cette expérience, affirmant qu'être réalisateur était bien trop épuisant pour lui. Le film reste malgré tout assez bon, des notes des westerns manichéens de l'époque, et le personnage de Brando en prend plein la figure, comme si l'acteur voulait se punir de quelque chose. C'est en 1962 que le déclin de sa carrière va s'amorcer, avec Les Révoltés du Bounty. Pour cette production, l'ambition est immense. Il est à l'époque le film le plus cher jamais réalisé. Premier film à être tourné en écran large Panavision 70, délocalisé dans le Pacifique Sud, le HMS Bounty étant fabriqué en taille réelle et fonctionnelle. Du coup, tout est là pour que le succès soit au rendez-vous, mais ça va finalement être un véritable désastre. Les conditions météo sont très compliquées à gérer, mais pas autant que le comportement de la star Marlon Brando qui va totalement plomber l'ambiance sur le plateau. Il refuse de participer aux répétitions, modifie ses dialogues sans le consentement du réalisateur, se dispute très souvent avec son coéquipier à l'écran, Lewis Trevor Howard. Brando se fiche de ce film. Tout ce qui l'intéresse, c'est Tahiti. Il va tomber amoureux de l'archipel, jusqu'à l'obsession. Voilà ce qu'il dit à ce sujet. Dès le moment où je l'ai vu, la réalité a dépassé mes fantasmes sur Tahiti, et j'ai vécu certains des meilleurs moments de ma vie en faisant Les Révoltés du Bounty. Le tournage s'est fait en grande partie sur une réplique du HMS Bounty, ancrée au large. Et chaque jour, dès que le réalisateur disait couper pour la dernière fois, j'arrachais mon uniforme d'officier de marine britannique et je plongeais du navire dans la baie pour nager avec les figurants tahitiens qui travaillaient sur le film. Souvent, nous faisions que 2 ou 3 prises par jour, ce qui me laissait des heures pour profiter de leur compagnie. Et j'ai fini par les aimer pour leur amour de la vie. Il garde donc un très bon souvenir du tournage, mais le film lui va s'avérer être un flop au box-office, perdant plusieurs millions de dollars. La réputation de l'acteur va en pâtir, il est accusé d'avoir saboté la production avec son comportement, et Hollywood va commencer à se méfier. Mais il n'en a que faire, lui a tout gagné dans cette histoire. Il se paie une atoll au large de Tahiti qui deviendra son sanctuaire durant des années. Il affirmait s'y sentir en harmonie, car le peuple vivant là-bas ne savait pas qui il était. On ne le voyait pas comme une bête de foire, mais comme un simple être humain. I had nothing to give to them. They had everything to give to me.
They don't care who you are. They don't care what you do. They don't know that you're a movie star. They couldn't care less. You cannot lay dollars down on the table and buy their soul. C'est également là qu'il rencontra une de ses nombreuses épouses, Tarita Teripaya. Il aura 2 enfants avec elle, Simon et Cheyenne. Marlon Brando et les femmes, c'est d'ailleurs toute une histoire. Il a vécu au cours de sa vie de très nombreuses aventures, les plus connues allant de Marilyn Monroe à Marlène Dietrich, en passant par Bette Davis. Il se marie 3 fois et a son premier enfant, Christian, avec sa première femme, Anna Kashfi. Ils divorcent en 1959 et vont se battre férocement pour la garde de Christian. Marlon finit par obtenir la garde, au grand malheur d'Anna, en ressortirant ses photos où l'on voit la jeune femme frapper l'acteur. Plus tard, elle payera $10 000 à des caïds mexicains pour kidnapper l'enfant, qui sera finalement retrouvé en Californie, dans une tente, mal en point et atteint d'une bronchite. Bien sûr, celui qui en pâtira le plus, c'est le jeune Christian, qui va tenter de vivre avec une mère absente et un père qui n'en a que faire. Cette éducation lui coûtera beaucoup, mais on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, on comptabilise une dizaine d'enfants pour Marlon Brando. Des enfants qu'il a eus avec ses femmes, ses conquêtes, sa gouvernante, des enfants qu'il a adoptés aussi. Et c'est quand on écoute ses ex-compagnes aujourd'hui qu'on ressent une sorte d'attachement qui persiste, mais aussi une certaine amertume d'avoir été lié à un homme qui se jouait de leurs sentiments pour prendre le dessus, qui n'avait aucune notion de fidélité ou de respect quand il s'agissait des femmes, mais aussi des hommes, car l'acteur a avoué en 1976 avoir eu des relations homosexuelles et n'avoir jamais ressenti de honte à ce sujet. On lui prête des aventures avec Christian Marquand, avec qui il était très proche. Il nomme d'ailleurs son premier fils en son honneur. Il accepte aussi de jouer dans son film Candy, sans même lire le scénario, juste par pure amitié. Et il aurait peut-être dû se raviser au vu du résultat. You have failed to remove your shoes. Oh, I'm sorry. I thought maybe... This sanctum is beyond the reach of material concerns. It is a holy place. Parce que oui, dans les années 60, la carrière de Brando bat de l'aile. Ses choix professionnels sont parfois plus que douteux, et guidé par des raisons financières, comme le deal qu'il signa avec Universal pour 4 films. 4 films qui ont leur qualité, mais qui, soyons honnêtes, ne sont pas tellement à la hauteur de son talent, en plus d'être des échecs commerciaux. Parce que c'est surtout ça qui va handicaper Brando, il ne fait plus vendre, ses films ne fonctionnent plus. Artistiquement, on peut quand même relever certaines choses de cette décennie. Sa collaboration avec Charlie Chaplin dans La Comtesse de Hong Kong, son dernier film et son seul en couleur, une idole pour Brando qu'il trouva beaucoup trop autoritaire sur le tournage, alors que c'était peut-être lui qui n'était pas assez sérieux, mais ça on ne le saura jamais. On peut aussi citer La Poursuite impitoyable en 1966 et Queimada en 1969. 2 films que Brando affectionnait car 2 films engagés dans des causes pour lesquelles il se battra jusqu'à la fin de sa vie. La Poursuite impitoyable tout d'abord, qui a des airs du nouvel Hollywood bien avant que le mouvement ne débarque, et qui traite des sujets importants comme les droits civiques et le racisme omniprésent aux États-Unis à cette époque. Brando y joue le shérif d'une petite ville qui va tout faire pour stopper l'émergence de la corruption et de l'injustice, mais qui malgré son statut d'homme de loi, va lui aussi subir ces violences et assister à la déchéance des habitants de la ville, qui quand ils ne dénoncent pas ces violences, en sont les principaux instigateurs. Un des meilleurs films de l'acteur. Queimada, lui, se déroule à la fin du 19e siècle. Brando y joue un mercenaire qui va déclencher une révolte sur une petite île des Caraïbes, où les esclaves vont faire front commun contre les colons britanniques. Marlon Brando avoue dans son autobiographie être très fier de ce film, à tel point qu'il en finança une grande partie avec sa fortune personnelle. On est à une époque où Brando n'est plus vraiment une star de cinéma, mais il conserve une aura assez puissante pour mettre son influence et son argent au service de causes justes. Il tourne dans des films indépendants comme celui-ci car ce sont des films auxquels il croit, avec des messages qu'il défend. La famine dans les pays du tiers-monde, la ségrégation mise en place aux États-Unis et en Afrique du Sud, le mépris des Américains envers les autochtones, voilà des sujets qui lui tiennent à cœur. Voilà les combats qu'il veut mener. Changer les choses pour le bien de tous. On le ressent dans ses choix de carrière, mais aussi dans ses interventions télévisées. That we are a country that stands for freedom, for rightness, for justice, for everyone. It simply doesn't apply to those who are not white. It just simply doesn't apply. And we were the most rapacious, aggressive, destructive, torturing, monstrous people who swept from one coast to the other, murdering and causing mayhem among the Indians. There's one Indian in the... Il marche aux côtés de Martin Luther King et se bat pour les droits civiques américains. En 1972, il refuse l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Vito Corleone, afin de mettre en avant le mauvais traitement des autochtones à Hollywood. That he very regretfully cannot accept this very generous award.
and the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. En 1975, il participe à un rassemblement de protestation contre les investissements américains en Afrique du Sud et pour la libération de Nelson Mandela. En 1989, il sort d'une retraite de quasiment 10 ans et accepte un salaire syndical pour interpréter le rôle de Ian Mackenzie dans Une saison blanche et sèche, un film réalisé par Ezan Palkli et qui montre la réalité crue et violente de l'apartheid en Afrique du Sud. Il fait donc en sorte que son influence soit utile, que sa célébrité ait un sens, parce qu'à part ça, il n'a jamais aimé ce statut d'icône, à être réduit à une simple star de cinéma. Ça n'a été pour lui qu'un cancer qui l'a empêché de vivre sa vie comme il l'entendait. Il a été, selon lui, mal représenté par les médias, qui ne l'ont jamais compris. Il n'aimait pas son métier d'acteur, affirmant plus d'une fois que s'il était payé tout autant pour passer le balai, il le ferait. You had no interest in acting in a movie after movie after movie over the years. No, that's a waste of life. It's a waste of time. I don't find it stimulating or interesting. It's not a consuming passion. Et ce rapport conflictuel qu'il a toujours entretenu avec son statut, l'industrie d'Hollywood ne l'a jamais vraiment digéré. Les dirigeants des studios étaient frustrés de voir cet homme, qui ne respecte en rien le sacro-saint cinéma, avoir autant de succès, être aussi populaire et talentueux en faisant le minimum syndical. Mais ses nombreux échecs commerciaux vont avoir raison de lui, et la controverse de son prochain film va finir d'acter le divorce entre l'acteur et l'industrie. Le dernier tango à Paris, né d'un fantasme du réalisateur Bernardo Bertolucci, qui fait un soir le rêve de rencontrer une jeune femme à Paris et de faire l'amour sans même connaître son nom. Voilà donc comment commence le film, et la relation entre ces deux personnages, qui va au fur et à mesure du récit se transformer en quelque chose de moins en moins organique, et de plus en plus frustrant, épuisant, glauque. Brando accepte ce rôle à une époque où il n'est pas vraiment en mesure de négocier. Il vient de tourner Le Parrain, mais le film n'est pas encore sorti. Il va s'investir émotionnellement dans le film comme jamais il ne l'a fait auparavant, improvisant ses dialogues jusqu'à confesser des propres épisodes de sa vie. My father was a drunk, tough, whorefucker, bar fighter, super masculine. And he was tough. My mother was very poetic, and also a drunk. Il est en osmose totale avec son personnage, peut-être même un peu trop à son goût, et quand le film sort, il le renie. D'une part car il n'a pas du tout aimé se mettre à nu, dans tous les sens du terme, mais aussi parce que le film, sexuellement explicite, fait polémique. Il est interdit dans plusieurs pays, et une histoire en particulier va ébranler sa réputation, le sort réservé à Maria Schneider durant le tournage. Dans le film, il y a une scène où le personnage de Brando viole celui de Maria avec ses doigts et du beurre. Cette scène a été imaginée par l'acteur et le réalisateur le matin même du tournage, et Maria Schneider ne va pas être mise au courant de tous les aspects de la scène afin de conserver l'authenticité de sa réaction. C'est l'excuse que donne Bertolucci dans les médias. Do you regret the fact that you have shot the scene like you did? No, but I feel guilty. I feel guilty, but I do not regret. Les larmes que l'on aperçoit à l'écran sont réelles. Il n'y a pas pénétration, mais Marlon Brando glisse bien sa main et touche un endroit intime sans le consentement de l'actrice. Durant la scène, aucun technicien ne bouge, personne ne fait rien, et Maria court se réfugier dans sa loge, en pleurs, rejoint par Brando qui tente de la consoler. Après ça, Maria Schneider ne tournera quasiment plus, se réfugiera dans l'alcool et la drogue, et meurt le 3 février 2011, à l'âge de 58 ans. Cet épisode continue encore aujourd'hui d'entacher la réputation de Marlon Brando, qui a toujours considéré les femmes comme des objets, des possessions qu'il pouvait disposer à sa guise. Il a beau avoir offert au monde du cinéma ses plus belles heures, avoir lutté pour les causes les plus justes, il n'en reste pas moins un être humain au comportement parfois douteux, voire même impardonnable. Malgré cette controverse, les années 70 signent le retour en force de l'acteur, notamment avec ce qui est sans doute son rôle le plus mythique, Vito Corleone dans Le Parrain de Francis Ford Coppola. I mean, Marlon Brando was an extraordinary person to work with, but it was magical. It wasn't, you didn't talk acting stuff with him. He'd come in and go, and that meant where is the shot? And
And I would work with him through props. I would put little salami out, or I would take a cat and just but not words. I would never talk about acting stuff. He would hate it if I talked about, kind of acting talk. But I always worked with props and, kind of offered him things that might help him in his, but he was a man of incredible intelligence, aside from acting, just as a human being, what he was interested in, what he talked about, what he observed. He was pretty remarkable. Marlon Brando ne fera jamais ce film. Ce sont les mots du président de la Paramount durant la pré-production du Parrain. L'acteur n'est plus en odeur de sainteté à l'époque. Il a la réputation d'être invivable sur un plateau. Mais en plus de ça, il ne fait plus vendre. Pourtant, il veut ce rôle, et il va jusqu'à passer un essai pour l'obtenir. Grimé à l'image de son personnage, méconnaissable devant les dirigeants du studio, qui le trouvent fascinant sans même savoir qu'il s'agit de Brando. Après l'insistance du réalisateur Coppola, il est finalement engagé, mais sous certaines conditions financières. Un salaire bien plus bas que sur ses précédents films, et l'assurance qu'il prend à sa charge le surplus de production s'il venait à retarder le tournage. Et pour une fois, Marlon Brando a l'air de passer un bon moment. Se veut assez professionnel. Bon, certes, il placarde son texte sur le torse de Robert Duvall, mais il apprécie jouer avec cette nouvelle génération d'acteurs. Et surtout, il apprécie son personnage. Le film sort en mars 1972 et son succès est phénoménal, rapportant plus de 280 millions de dollars dans le monde pour un budget de 6 millions. Francis Ford Coppola a désormais carte blanche à Hollywood. Al Pacino devient une star et Marlon Brando redevient un acteur qui compte. Il va bien sûr capitaliser sur cette renaissance artistique pour se faire encore plus d'argent. Il prend 1 million de dollars pour jouer dans Missouri Break aux côtés de Jack Nicholson, 4 millions pour 12 jours de travail dans le Superman de Richard Donner, où il y joue le père de Superman, mais ne prend même pas la peine d'apprendre son texte, préférant laisser des notes un peu partout, parfois même sur les couches du bébé. Was it exciting to work with him, though? Not really, no. No. I had a wonderful time, but the man didn't care. I'm sorry. He just, took the 2 million and ran, Yeah. Dans le making-of du film, il se justifie de cette manière. If you don't know what the words are, but you have a general idea of what they are, then you look at the cue card. It gives you the feeling as the viewer, hopefully, that the person is really searching for what he's going to say. That he doesn't know what he's going to say. Et ça a étrangement du sens. Brando est assez brillant pour nous le faire croire en tout cas. Quand il joue Napoléon dans Désiré, il le fait à contre-cœur, et ça se voit, puisque son personnage a l'air contrarié en permanence, ce qui lui offre finalement plus de substance. La preuve que son talent va au-delà de sa roublardise et de ses méthodes de travail assez douteuses. Et ça, il va le confirmer dans Apocalypse Now. On connaît tous l'histoire du tournage chaotique et la démesure qui entoure la production d'Apocalypse Now. C'est parfaitement raconté dans le documentaire Au cœur des ténèbres, réalisé en 1992 par Eleanor Coppola, la femme du réalisateur. Et dans ce chaos général, où le budget explose le plafond, où l'acteur principal fait une crise cardiaque, où les intempéries détruisent les décors, Coppola va avoir l'idée d'y ajouter son grain de sel en la personne de Marlon Brando. L'acteur négocie un contrat de 3 millions de dollars pour 3 semaines de tournage. Coppola accepte et lui donne des directives simples. Son personnage est chétif. Il doit donc perdre du poids. Et il doit également lire le livre de Joseph Conrad afin de comprendre sa psychologie. Résultat des courses, l'acteur arrive sur le tournage sans avoir lu une ligne du livre et pèse plus de 95 kilos. Le réalisateur à ce moment-là est au bord du burn-out, passe des jours et des jours avec Brando dans sa caravane afin de s'adapter à sa condition. Finalement, il décide de cacher le corps de l'acteur dans la pénombre, laisse ce dernier improviser et composer son personnage comme il le peut, et le résultat va être proprement brillant. Le chaos de cette fin de tournage scie à merveille au personnage et à Brando, iconisé à l'extrême grâce à ses choix d'éclairage de dernière minute. Cette folie ambiante va inspirer l'acteur qui va partir dans des tirades envoûtantes, en terminant sur 2 mots qui vont résonner comme un avant-goût de ce que sera sa vie par la suite. Apocalypse Now sort en 1979 et rencontre un énorme succès critique et commercial, remportant notamment la Palme d'Or à Cannes. Avec cette fin non conventionnelle qu'il a intentionnellement mis en place grâce à sa nonchalance, le film a cette aura mystique que les critiques vont d'ailleurs saluer, estimant que la conclusion n'aurait pas pu être meilleure. C'est le dernier grand rôle de l'acteur.
On ne le verra pas au cinéma dans les années 80, mais il fait son retour dans les années 90 avec des films oubliables, et lui-même s'en fiche, puisqu'il continue de remplir son compte en banque. Il joue par 2 fois aux côtés de son ami Johnny Depp, parodie son personnage de Vito Corleone dans une comédie en demi-teinte, joue dans le nanar de John Glenn, Christophe Colomb, et continue sur cette lancée jusqu'à ce que les gens finissent par oublier la grandeur d'un acteur qui n'est plus que l'ombre de lui-même. À cette époque, la vie privée de Brando est un sujet bien plus passionnant que sa carrière, et ce dernier va se retrouver mêlé à une tragédie qui va le changer à tout jamais. Some people have reported that Christian is the spoiled son of a rich and famous man. What would be your comment to that? That either they're a lying son of a bitch or that they don't know what they're talking about. Le 16 mai 1990, dans la villa de Marlon Brando à Los Angeles, son fils Christian entame une violente dispute avec le petit ami de sa sœur Cheyenne, qu'il soupçonne de maltraiter. Le ton monte, et Christian sort de sa poche une arme à feu et lui tire une balle dans la tête à bout portant, devant sa sœur, alors âgée de 20 ans et enceinte de l'homme qui est en train de mourir sur le sol. Christian est un homme qui a subi une enfance terrible. Il a vu ses parents se battre des années et des années pour récupérer sa garde, s'est fait enlever par sa mère alcoolique et toxicomane, puis finit par se retrouver avec son père qui obtient la garde exclusive, mais qui ne prend pas la peine de s'en occuper, confiant son éducation aux différentes nourrices. L'acteur est trop occupé à agrandir la famille avec ses nombreuses conquêtes. Christian, lui, est décontenancé par ce schéma familial qui évolue en permanence. À l'adolescence, il abandonne le lycée et commence à consommer de l'alcool et du LSD. Sans aucun repère, il sombre peu à peu, jusqu'à ce fameux jour de mai 1990 où il franchit le point de non-retour. He says, I killed Dag. And I said, what are you talking about? And he said, he's dead, Pop. I didn't mean to do it. He went for the gun and it went off. I said, what are you talking about? He said, he's dead. Je ne voulais pas que mon père s'approche de Christian. Le jour de sa naissance, je me suis dit, les larmes aux yeux, mon père ne s'approchera jamais de cet enfant, à cause du mal qu'il m'a fait. Voilà les mots de Marlon Brando à la naissance de son fils. Mais au final, il a fini par devenir ce père absent qui a détruit la mentalité de son enfant, comme la sienne avait été détruite par son père. Le procès pour meurtre commence. Il est très médiatisé, et Brando fait son possible pour libérer son fils sous caution. Mais rien n'y fait. Christian Brando est condamné à 10 ans de prison pour meurtre. À partir de là, la descente aux enfers se poursuit pour l'acteur. Sa fille Cheyenne accuse le coup. Son frère a tué par balle le futur père de son enfant. Sa santé mentale décline progressivement. Elle est admise dans différents centres de désintoxication et hôpitaux psychiatriques. Elle finit par perdre la garde de son enfant, et en 1995, elle est retrouvée pendue dans le domicile de sa mère à Tahiti. Elle n'avait que 25 ans. I don't have a normal life. I think my father has a strong, he has a strong power over me, and it doesn't scare me, but I can't live with it, that's for sure. Les péchés du père ont fini par causer la perte des enfants. Marlon Brando a échoué dans son rôle le plus important. Comme ses parents avant lui, il était trop bousillé pour espérer faire mieux. À la fin de sa vie, il ne sort quasiment plus de chez lui. Son poids est devenu un vrai problème de santé. Il ne travaille que très peu. Il apparaît dans le clip musical de son ami Michael Jackson, enregistre des dialogues pour le jeu vidéo Le Parrain sur PlayStation 2, et son dernier film notable date de 2001, où il interprète le rôle d'un braqueur aux côtés de Robert De Niro et Edward Norton, mais où il n'est que l'ombre de lui-même. Il est également choisi pour jouer le père McFeely dans Scary Movie 2, mais il est contraint de quitter le tournage pour de graves problèmes de santé. À cette époque, il pèse 140 kilos, souffre de diabète et de problèmes de cœur. Il finit par être hospitalisé pour insuffisance cardiaque et meurt le 1er juillet 2004. Ses cendres sont divisées et dispersées à la fois à Tahiti et dans la vallée de la mort. Une belle métaphore sur ce qu'était Marlon Brando, à la fois lumière et obscurité. Un artiste hors du commun qui a su offrir au cinéma certains de ses plus beaux moments. Une personnalité publique engagée, mais aussi un homme torturé, qui a souffert autant qu'il a fait souffrir, qui a désiré autant qu'on l'a désiré, et qui est mort comme il a vécu, plongé dans la solitude d'un esprit aussi brillant que torturé. There's a kind of bird that don't have any legs, so it can't light on nothing.
So it has to spend its whole life on its wings in the air. I seen one once. It died and fell to earth. And its body was light blue colored. And it was just as tiny as your little finger. And it was so light in the palm of your hand that it didn't weigh more than a feather. And its wings spread out that wide. And you could see right through them. That's why the hawks don't catch him. Because they don't see him. They don't see him way up in that high blue sky near the sun.